Donc, merci à Alain Grèche et Jean Birnbaum d'être là pour cette discussion autour du livre « Un silence religieux, la gauche face au djihadisme ». Un livre écrit par Jean Birnbaum qui nous mène au cœur du sujet, le sujet actuel du djihadisme et de la manière dont on l'aborde dans les différents médias et dans les partis politiques, notamment les partis au pouvoir, le Parti socialiste. C'est une thématique qui est sur le temps long, puisqu'on n'a pas attendu évidemment les attentats de Paris et de Saint-Denis pour s'en saisir, y compris au sein de l'exécutif. La phrase pas très intéressante pour dire les choses comme ça de Manuel Valls sur l'islamo-fascisme date de bien avant. La première fois qu'il sort cette expression, ça date de bien avant les attentats de Paris et de Saint-Denis. Le premier mérite de ce livre est sans doute une des raisons pour lesquelles on a voulu, outre la petite controverse qu'il y a entre nos deux invités, sur une partie de son développement. Une des premières raisons pour lesquelles on a voulu faire ce débat aujourd'hui, c'est sans doute que le livre, directement dans son introduction, permet de contourner certaines contradictions du débat public en France sur le djihadisme et de la difficulté de la gauche à penser cette question du djihadisme, notamment parce qu'il énonce dès le début de manière assez claire, et c'est assez salutaire, que le djihadisme ne vient pas uniquement de gens qui sont déclassés socialement. On ne peut pas répondre à la question du djihad uniquement en disant ce sont des gens qui sont défavorisés, ce sont des gens qui sont déclassés socialement. Ça n'épuise absolument pas le sujet. Là où sans doute mes deux acolytes de ce soir seront un petit peu en désaccord, par contre, c'est dans les développements et dans la manière dont Jean Birnbaum, dans son livre, insère le débat sur le djihad dans celui plus large, putatif, sur la question d'un combat qui serait actuellement en cours au sein même de l'islam. Ce rapport du djihadisme, inséré dans un combat au sein même de l'islam. Une manière pour Alain Grèche, dans un article qu'il a publié le 30 mars et que vous pouvez lire sur le site Orient 21 qui s'intitule « L'islam, cette si commode grille d'analyse du monde musulman », une manière pour Alain Grèche de sur-islamiser en fait les sociétés, cette idée encore une fois d'insérer la question du djihadisme dans une perspective en fait d'un combat au sein même de l'islam. Ce que je vous propose qu'on fasse pour discuter un peu de toutes ces questions et pour vous laisser un peu de temps à vous de poser toutes les questions et des interventions que vous avez envie de poser, c'est de donner 15 minutes à chacun de nos invités. Je reprendrai un peu la parole après pour poser une petite question un peu impertinente auquel ils répondront et ensuite ce sera à vous. Jean Birnbaum pour une première intervention. Oui. Alors, merci beaucoup Pierre Puchot, merci à Alain Grèche, merci à la Bellevilloise pour son accueil. Merci à toutes et à tous d'être là. Je suis très content de ce débat. J'étais très content de lire le papier d'Alain Grèche, bénéficier de sa lecture serrée, exigeante et critique. Alors, j'avais complètement oublié qu'il fallait faire un topo introductif, donc j'ai essayé de bricoler une anti-sèche juste là, avant, pendant qu'on se préparait à ce débat. Pour dire les choses un peu vite, en gros, moi, je viens d'une famille de gauche, dans laquelle la tradition antiraciste, anticolonialiste, féministe, etc. est centrale, et notamment l'espérance internationaliste, l'idée qu'on doit pouvoir se mobiliser pour une cause, une injustice qui se passe, pour des choses qui se passent à l'autre bout du monde. Donc la mémoire de la guerre d'Espagne, la mémoire de la guerre d'Algérie, sont des choses très très centrales dans ma culture familiale, ma culture politique. Et peut-être que le point de départ de ce livre, si j'y réfléchis maintenant avec un peu de recul, c'est juste ce constat que je trouve assez effrayant et finalement que j'ai pas vu beaucoup. Je suis sûr qu'on est très nombreux à être effrayés par ça, mais j'ai pas vu beaucoup d'analyse sur la chose en question. Ce constat, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, la seule cause pour laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde, c'est cette espérance, parce que j'utilise le mot espérance, même si elle a des conséquences mortifères, sanglantes, etc., cette espérance djihadiste. Alors justement, là, certains d'entre vous reviennent d'une manif, en ce moment il se passe plein de choses, nuit debout, etc., et donc je pense que le djihadisme dit quelque chose de l'espérance, de l'état de l'espérance dans notre monde, et c'est un peu comme ça, finalement, c'est un peu le point de départ de ce livre. Et donc, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, finalement, face à cette espérance radicale? Oui, ma tradition politique, ma culture politique a du mal à faire face. Pourquoi? Parce que
les gens qui l'incarnent passent leur temps à se réclamer de Dieu, de certains versets du Coran, de révélations prophétiques, d'anges protecteurs, etc. Et que cette tradition politique dont je me réclame, c'est pas du tout un livre où je jette de la pierre à des gens que je considère comme extérieurs ou étrangers. Cette tradition politique que je porte largement en moi, physiquement même, eh bien, a du mal, je pense que je suis pas le seul à le croire, à l'affirmer, a du mal à prendre au sérieux le religieux, voilà, tout ce qui se réclame du religieux. Donc le livre est une sorte, je pars de ce constat, et c'est une sorte d'enquête généalogique qui n'est pas du tout exhaustive, qui est pleine de trous, de failles, de manques, etc. C'est pas du tout toutes les gauches, c'est pas toute l'histoire des gauches, c'est pas toutes les religions, etc. Mais c'est quelques moments au cours desquels la gauche ou les gauches ou diverses gauches ont été confrontées à un retour de flamme, non pas du religieux, mais du théologico-politique, de ce que Foucault appelait la spiritualité politique, c'est-à-dire la capacité qu'a la religion d'embraser la politique à certains moments, et comment régulièrement ces gauches-là n'y ont vu que du feu, ou en tout cas ont été déstabilisées, ont eu un mal fou. Le but n'est pas à nouveau de leur jeter la pierre, mais juste de décrire des points aveugles, des failles intimes parfois, etc. Quand je décris le destin des Pieds Rouges en Algérie, en m'inspirant notamment des travaux de Catherine Simon, et pas seulement. On y reviendra peut-être. Foucault en Iran, est-ce que lui voit de l'autonomie du religieux au moment de l'insurrection islamique en Iran? Je prends le petit épisode de la candidate voilée du NPA, à nouveau pas du tout je parle pas d'islamo-gauchisme, je parle pas, c'est pas du tout mon vocabulaire, juste j'essaie de montrer le débat très violent qui s'est déclenché au sein du NPA à cette occasion-là, et ce qu'il dit d'ailleurs de façon très forte et loyale, parce que ces textes sont très beaux et assez, je trouve assez forts dans leur exposition, et bien ce qu'il dit justement d'une certaine incapacité d'une culture politique à faire face à ces enjeux-là. Et c'est à un moment donné d'ailleurs Pierre Rousset lui-même, qui est une grande figure historique d'abord de la LCR et maintenant du NPA, qui dit finalement on s'est aperçu au cours de ce débat qu'on n'était pas armé politiquement et culturellement pour faire face à de tels enjeux. Alors évidemment, je reviens sur différents moments comme ça, et un des trucs, une des choses qui ont déclenché aussi l'envie d'écrire le livre, c'est cette espèce d'obsession que moi j'appelle le rien-à-voirisme, qui a été au sommet de l'État, chez François Hollande, chez Laurent Fabius, chez tout un tas d'intellectuels et de politiques, qui a été de dire tout ça, tous ces attentats n'ont évidemment rien à voir avec l'islam. Moi j'appelle ça rien-à-vorisme sur le modèle de l'aquabonisme, comme on dit aquabonisme, et l'idée est de dire, bien sûr, là il y avait dans ce discours-là, il y a une volonté, une intention louable qui est d'éviter l'amalgame entre l'islam comme spiritualité, comme pèlerinage intérieur, et puis d'un côté et de l'autre le djihadisme comme violence sanglante. Et je pense que c'est beaucoup plus profond. Je pense que les gens qui disent ça n'a rien à voir, ils y croient vraiment. Et il y a plein d'indices pour montrer cela. Et notamment, vous savez, il y a tout ce vocabulaire du vêtement. Là, depuis 4 mois, j'essaie de repérer tout ce lexique du vêtement. Le petit texte, par exemple, d'Alain Badiou, on dit toujours c'est un prétexte, c'est un pur vêtement, c'est un masque, il s'avance derrière le masque de la religion. Engels parlait du déguisement religieux. C'est toujours ce lexique. Et Badiou, dans son petit livre, là, qui est une conférence, qui est paru après le 13 novembre, eh bien, dit, mais ces gens-là sont des fascistes. Ce sont des fascistes, et la religion, c'est rien, ça n'est qu'un vêtement. Et de ce point de vue, il y a vraiment une régression, parce que quelqu'un comme Michel Foucault, en Iran, au moment de ses enquêtes sur la révolution iranienne, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est baladé, il a juste demandé aux gens, à des ouvriers, des étudiants, que voulez-vous, que voulez-vous, que voulez-vous? Et il a été frappé par le fait que les gens, ces gens-là, 9 fois sur 10, lui répondaient, nous c'est très simple, on veut un gouvernement islamique. Et donc, il a avancé, il a évolué dans son regard, etc. Et à un moment donné, il dit, il faut quand même admettre que la religion n'est pas toujours un vêtement qui vient voiler le réel. Que parfois, la religion, c'est un visage du réel lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut évacuer toutes les autres causalités politiques, sociales, économiques, numériques ou d'autres qu'on invoque souvent pour parler du djihadisme aujourd'hui. Ça veut dire que parfois, la religion devrait pouvoir aussi être envisagée comme une cause. Or, ma tradition politique, bien souvent, quand on y regarde de près, ça ne vaut pas pour toutes les gauches, etc., mais globalement, a eu tendance à considérer que la religion était une sorte de vieille harde ou de vieille fringue comme ça, de vieux vêtements dont on allait se débarrasser, de vieilles chimères qui allaient être dissipées par le progrès social, le socialisme, l'émancipation,
etc., etc., ce qui rend les choses très compliquées, ce qui rend d'ailleurs la réception du livre aussi souvent à front renversé. J'ai remarqué ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis sociologues, bourdieusiens et tout, qui étaient extrêmement méfiants tout de suite en ouvrant le livre, puis d'autres gens plus religieux ou issus d'une tradition anticolonialiste, issus parfois du monde d'Algérie, par exemple, etc., qui étaient contents qu'à un moment donné, on prenne au sérieux ce qui était dit du point de vue religieux. Parce que moi, c'est une des obsessions aussi du livre, je ne vois pas au nom de quoi un président de la République française peut dénier à un jeune qui se réclame de Dieu pour faire ce qu'il fait tout rapport à la foi qu'il proclame et au texte dont il se réclame. En fait, je ne vois pas au nom de quoi. Et voilà, c'est d'ailleurs quand on lit, je vois que David Thompson est dans la salle, mais je ne sais plus où il est là, voilà. Ben, quand on lit les témoignages que David a recueillis auprès des djihadistes, on voit que voilà, il y a un rapport à tout ça extrêmement fort, c'est extrêmement central. Alors certains ricanent en permanence. J'ai eu un débat l'autre jour avec Pierre Jox, qui disait mais ces gens sont nuls, ils connaissent rien, ils confondent le Coran, la Mecque, ils sont nuls, et une sorte de mépris incroyable de gens qui croient partir de bonnes intentions, alors qu'en fait, bien sûr que c'est pas du tout ça qui est en jeu, et qu'il y a chez les djihadistes à tous les niveaux, et d'ailleurs le papier que je cite de toi sur les livres qu'on a retrouvés chez les frères Kouachi et chez Amédi Koulibaly, il y a à tous les niveaux des gens qui ont un rapport très fort au texte, qui ont un rapport et qui sont souvent érudits, il y a des grandes figures savantes, et ça aussi on a du mal à l'admettre. Donc ça veut dire que dans notre culture politique, souvent, tu y as fait allusion, le djihadiste forcément c'est le paumé, c'est la misère, c'est le damné de la terre, ou alors c'est le débile, ou c'est le fou, etc. Ça n'est jamais quelqu'un qu'on va prendre au sérieux comme étant porteur d'un discours cohérent et d'une espérance politique radicale. Il y a une illusion symétrique. Ça, c'est l'illusion de la gauche, mais à droite, il y a une illusion très forte qui est de dire ces gens-là sont tous des étrangers, des immigrés, des réfugiés, alors qu'il y a un djihad de souche, hein, et qu'il y a, comme si j'ose dire. Et donc, en fait, ce qui, moi, me frappe, c'est qu'il est assez vain de toujours se demander d'où viennent les djihadistes, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de profil type du point de vue social, ni du point de vue culturel, ni du point de vue national, etc. La seule chose vraiment forte, c'est que tous c'est où ils vont. C'est pas d'où ils viennent, c'est où ils vont. C'est qu'ils sont tous aspirés, ils sont tous aimantés par un seul et même discours, qui est une communauté de gestes, de textes, qui les aimante. Et cette communauté, ce discours est profondément religieux, et donc il nous bouscule parce qu'on a du mal à mettre des mots et à faire face à ce discours. Alors je ne sais pas, peut-être que je suis déjà beaucoup trop long. Je pense que... Peut-être un mot sur quelque chose qui, je pense, a beaucoup intéressé, peut-être choqué, je ne sais pas quel mot choisir, mais c'est ton deuxième chapitre sur le FLN, en fait. Pour comprendre un peu l'idée, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est un peu un cas d'école sur lequel tu arc-boutes ta démonstration, tu bases ta démonstration en disant les porteurs de valises, les soutiens à gauche en France n'ont pas su voir la dimension religieuse de la révolution algérienne, et tu montres un début de cécité qui prendrait pour partie du moins le début de la cécité de la gauche sur les questions religieuses prendrait selon toi racine à ce moment-là. Peut-être ce que tu peux expliciter en 4-5 minutes, parce que je pense que Alain Grèche va ensuite réagir sur ce point. Oui, bah effectivement, je pense que c'est quelque chose de très central, parce que la génération 68, qui a encore aujourd'hui, pour le pire, mais aussi pour le meilleur, un poids très fort, politiquement, intellectuellement, médiatiquement, etc., c'est largement une génération FLN. On l'a beaucoup dit, que c'est une génération qui est entrée en politique pas une génération pro-FLN, mais une génération qui est entrée en politique dans l'indignation à l'égard de la guerre d'Algérie, pour laquelle ça a été le terrain d'entrée en politique. Moi-même, je veux dire, on m'a offert, ma maman qui est présente dans la salle m'a offert la question, j'avais 14 ans, la question d'Henri Alleg, et c'est le livre que j'ai le plus offert à tous mes amis, à toutes mes amoureuses, les quelques-unes, disons, c'est les deux, pardon. C'est un livre que j'ai toujours offert autour de moi, donc c'est extrêmement central pour moi, toute cette période. Et quand je découvre que quelqu'un comme Pierre Vidal-Naquet, qui, à nouveau, dans ma famille, était une sorte de pape, ça, c'était vraiment le pape, quoi, Pierre Vidal-Naquet, et ben, que quelqu'un comme Pierre Vidal-Naquet dit en 1995, et ben, nous autres, finalement, donc en pleine guerre civile algérienne, au moment où il se passe ce qu'on sait, il explique, il affirme, il dit, mais finalement, avec le recul, on s'aperçoit qu'on n'a rien vu, nous autres, soutiens du FLN, de la dimension
centrale de la religion et de l'islam dans ce combat, eh ben, ça me frappe. Et donc je vais bosser là-dessus. Je lis le bouquin de Catherine Simon sur les pieds rouges, qui décrit toutes les couleuvres qui ont dû être avalées par les soutiens du FLN, puis par ceux qui sont restés en Algérie, donc les pieds rouges, pour y construire ce qu'ils croyaient être le socialisme. Et on voit tout ce silence, justement, le silence qu'il y a eu. Alors, il y a différents niveaux. Il y a des gens qui voyaient, mais qui pensaient que ça allait leur passer, parce que de toute façon, voilà, évidemment, c'était un archaïsme, un folklore qui allait être dissipé par le progrès, l'indépendance, le socialisme. Et puis, il y a des gens qui ont vu des choses, et je cite tout un tas de témoignages, qui, par contre, n'ont pas voulu raconter, qui n'ont pas voulu dire. C'est-à-dire qu'ils voyaient l'Algérie qui s'islamisait très vite, et parfois violemment. Ils voyaient tout un tas de scènes qui les choquaient. Eux-mêmes, parfois, ont été menacés physiquement, leurs proches, torturés, etc. Et quand ils revenaient en France, parce que beaucoup ont dû revenir en France et dans des conditions difficiles, eh ben, ils se sont encore tus sur ce qu'ils avaient vu, en disant finalement, on ne veut pas déshonorer la cause qui est notre cause, et on ne veut pas faire le jeu de l'extrême droite. Et moi, finalement, le livre, c'est pour ça que par exemple, je mets Bernanos en exergue, parce que Bernanos, c'est quelqu'un qui a pris à front renversé son propre camp, qui a dénoncé, qui tenait sur une certaine espérance chrétienne, et en même temps qui a dénoncé les crimes de Franco et la complicité de son camp et des chrétiens, enfin de certains chrétiens à l'égard, la complaisance à l'égard de Franco. Je cite beaucoup aussi Claude Lefort qui considérait qu'on pouvait tout à fait maintenir une espérance socialiste tout en dénonçant les crimes du stalinisme. Et je pense qu'il faut essayer d'être sur cette ligne, cette corde raide où voilà, on devrait pouvoir dire ce qui s'est passé et dénoncer les crimes de certains qui se réclamaient de l'anticolonialisme sans faire le jeu ou sans être accusé de faire le jeu des colonialistes et des gens nostalgiques de l'Algérie française, de l'OAS, etc., etc. Donc là-dessus, j'essaie d'avancer tout un tas de choses. Il n'y a pas grand-chose. J'ai déjeuné avec Benjamin Stora, avec plein de gens. Je leur ai dit, mais dis-moi ce qui existe là-dessus. J'ai passé 10 jours à la BN, à la Bibliothèque nationale. J'ai lu des tonnes de choses de la petite bibliothèque Maspero, etc. Vous avez des dizaines de bouquins sur la question de l'hydraulique, la question de la bureaucratie, des relations entre le secteur commercial et le secteur paysan en Algérie. Vous avez des choses... Parce que c'est le socialisme qui va arriver. Donc tout le monde... Est-ce que, voilà, dans quel délai, combien d'années, etc. Sur la question religieuse, vous avez même culturelle en général, vous avez très peu de choses. Et je cite Fanny Colonna, je cite Monique Gadan, d'ailleurs je pense que c'est pas un hasard si c'est des femmes à chaque fois, qui sont les seules, en gros, qui ont travaillé cette question du rôle de la religion. Mohamed Harbi, il donne tous les éléments, il livre tous les éléments, il montre comment c'est fondateur dans le programme, d'emblée, les premiers textes, etc. Tout de suite, voilà, tout ça sera encadré dans le cadre des principes islamiques, etc. Mais des gens qui ont bossé là-dessus et qui ont tout simplement montré, j'ai eu un débat sur le même sujet, parce que c'est ça le cœur du truc pour moi, c'est que Fanny Colonna, Monique Gadan, c'est des gens qui montrent qu'il y a plein d'autres choses. Il y a un discours socialiste, il y a un discours laïque, il y a plein d'autres choses, évidemment, dans le programme du FLN et chez ses militants. Mais ce qu'elle montre, c'est qu'à un moment donné, si le FLN voulait vraiment mobiliser largement, dans les larges masses, comme on disait, il fallait qu'il mise sur cette énergie religieuse. Et c'est exactement ce que Foucault montre, et j'en ai parlé avec une chercheuse iranienne il y a quelques jours, qui elle-même racontait comment il y avait évidemment des marxistes, des gens qui défendaient les droits de l'homme, et puis aussi des gens qui défendaient le communisme en Iran, dans des contextes évidemment archi différents de l'Algérie, il y a 1000 différences. Mais le point commun qui m'intéresse, parce que ça nous éclaire aussi un peu sur aujourd'hui, j'ai commencé par là, pourquoi c'est la seule espérance qui, etc., c'est que Foucault aussi, comme cette chercheuse iranienne que j'ai vue l'autre jour, dit bah oui, il y a tout un tas de gens, il y a une offre politique, comme on dit maintenant, j'aime pas ce mot, mais qui était extrêmement grande en Iran. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tous sont obligés de soit ils se barrent, soit ils se rallient à Khomeini, parce que c'est le seul qui met en branle, qui puise, qui mise sur l'énergie religieuse qui vraiment peut mettre le feu aux poudres. Et donc la question c'est ça, c'est comment ça se fait que souvent, pas à chaque fois, en tout cas à certains moments, c'est sur cette énergie-là que c'est ce truc-là qui marche mieux que les autres. Voilà. Et donc, or c'est ce truc-là que notre culture politique nous a largement appris à ne pas comprendre. Merci Jean. Alain, en réponse, donc, parce que l'aspect algérien FLN tient une bonne part de ton article, qui dit bien c'est un peu la controverse un peu qu'il y a entre les deux écrits. Donc cet article, encore une fois, l'islam, cette si commode grille d'analyse du monde musulman, disponible sur Orient 21, que vous pouvez
lire, là, si vous ennuyez par l'expérience francophone. Voilà. Pourquoi cette fixation un petit peu sur ce chapitre algérien? Pourquoi avoir choisi ce chapitre-là pour essayer de, entre guillemets, démonter la thèse de Jean Bienbaum? Parce que l'Algérie, c'est la France. Et que la France, c'est l'Algérie. Et que les débats... Pardon? Non, tu vois bien, c'est moi qui faut... Voilà, c'est ma tâche. Parce que l'Algérie, c'est la France. Et que rien de ce qui concerne l'Algérie n'est étranger au débat français. Et c'est évident que dans tous les débats qu'il y a autour de l'islam, en France, il y a en arrière-plan la question de l'Algérie. Alors moi, je suis d'accord avec Jean sur l'aveuglement d'une partie des porteurs de valises. Et je rappelle que parmi les porteurs de valises, il y a eu un débat notamment entre Henri Janson Francis Janson et Henri Curiel à propos de ce qu'il fallait attendre de la révolution algérienne. Et sans doute parce que Curiel avait été élevé en Égypte, qu'il connaissait la société égyptienne, que Francis Janson ne connaissait pas du tout la société algérienne, Curiel expliquait qu'on ne voyait pas comment l'Algérie allait révolutionner la France, ce qui était l'illusion d'un certain nombre de gens. Donc on n'a pas vu l'islam, que ces gens qui portaient les valises n'ont pas vu l'islam. Mais cette illusion à l'égard des mouvements de libération, elle a touché tous les pays. Je veux dire, les illusions à l'égard de ce qui se passait au Vietnam. Vous pensez vraiment que les masses vietnamiennes qui se levaient contre l'intervention américaine se levaient au nom du marxisme-léninisme? Non, au nom du nationalisme profond du peuple vietnamien. Et le PC vietnamien jouait tout à fait cette carte, même si à l'extérieur, il y avait cette dimension internationale qui existait. Et quand on voit les échecs de toutes les expériences du tiers-monde, d'ailleurs qu'elles aient choisi la voie dite socialiste ou non, on peut se dire qu'il y a peut-être d'autres raisons que la religion pour expliquer cet échec. Et une des choses que je reproche justement sur l'Algérie, dans la partie sur l'Algérie, c'est que parler de l'Algérie sans évoquer le colonialisme, le mot est prononcé une fois, 130 ans d'occupation qui ont été une déstructuration de la société algérienne, de la violence qui a été imposée à cette société algérienne, de la violence de la guerre. Et ce qui est né de ça, ce n'est pas tellement l'islam, c'est un régime autoritaire, de plus en plus autoritaire, né d'une situation militaire. Et je crois que ça, c'est très important. C'est-à-dire d'essayer de réfléchir, je dis d'une certaine manière, c'est la revanche de Marx, c'est que le tiers-monde ne pouvait pas construire le socialisme tel que, en tous les cas, la gauche européenne le rêvait. Et ça me semble, je dirais, d'une certaine manière confirmer même, je dirais, presque une vision assez schématique du marxisme. C'est qu'il y a des stades de développement et qu'on ne peut pas sauter les stades de développement. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais, encore une fois, les raisons des échecs, si vous voulez, si on prend les échecs du nationalisme arabe face à aujourd'hui le développement de l'islamisme, on ne peut pas étudier ça sans voir la politique occidentale à l'égard de Nasser et des nationalistes arabes qui ont considéré que c'était l'ennemi principal et que pour ça on pouvait s'appuyer sur les islamistes. Il y a plein d'autres raisons, si vous voulez, qui expliquent cet échec. Mais là où je pense quelque part Jean Birnbaum a raison, c'est que on a cru, et ça c'est une certaine tradition de la gauche, dite universelle, que l'Europe, c'était l'avenir de l'humanité et que les autres pays, ils devaient nous suivre, entre guillemets. Ils allaient se civiliser. Et ça, c'est quelque chose, y compris qui existait dans le courant marxiste, je veux dire, même s'il y a eu beaucoup de débats, hein, je veux dire, quand on voit en tous les cas les premières années de la révolution bolchevique à l'égard de l'islam, c'est beaucoup plus complexe que l'idée qu'il faut combattre la religion. Mais je pense que ça, c'est important, c'est qu'effectivement, il y a une mise en cause qui se fait en partie à travers la religion, mais pas seulement, d'un universalisme qui est en fait un universalisme européen. Et qu'on a voulu imposer, alors des fois à coups de canon, des fois à coups de propagande, et ça ne marche pas. Et aujourd'hui, l'idée d'un universalisme qui ne prendrait pas en compte les réalités diverses, multiples,
des pays du tiers-monde et qui pensent que les Lumières françaises sont finalement ce que les autres doivent comprendre s'ils veulent se civiliser, je pense que c'est voué totalement à l'échec. L'autre élément que j'ai par rapport à la religion, je suis d'accord sur le fait que la gauche, mais je dirais plus la gauche socialiste que la gauche révolutionnaire, a très mal compris la religion. Il y a des textes de Marx, Engels, Lénine, qui sont sur la religion beaucoup plus complexes que la pensée social-démocrate traditionnelle, qui est très laïque et très anticléricale. C'est-à-dire l'idée que, je veux dire, c'est quand même Marx qui, dans les premiers statuts de l'Internationale ouvrière, contre Proudhon, dit on peut tout à fait être croyant et membre de l'Internationale. Même chose pour Lénine, pour le parti bolchevique, qui combat pourtant l'Église russe. C'est l'idée que la religion n'est pas un ennemi principal. Ce qui peut être un ennemi, c'est des structures religieuses, et notamment l'Église russe, qui est une église particulièrement réactionnaire. Mais dans certains endroits, pendant un temps, il va y avoir une alliance qu'on verra au fameux congrès de Bakou des peuples d'Orient organisé par les bolcheviks, qui est le fait qu'il y a des mollahs, il y a parce que la lutte, c'est une lutte contre l'impérialisme et que la religion peut servir aussi à cette lutte contre l'impérialisme. Et la dernière chose, et peut-être je terminerai là-dessus à propos de ce que Jean dit de la religion et de l'islam, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'islam. Moi, je pense que l'islam est quelque part une invention de l'Occident. C'est-à-dire, comme Édouard Saïd disait « l'Orient est une invention des orientalistes et de l'Occident », je pense réellement que l'islam tel que nous le voyons est une invention pure et simple de l'Occident. C'est-à-dire que ça ne correspond à aucune réalité. Il y a une diversité de l'islam. Si on parle de l'islam algérien des années 40, il n'a rien à voir avec l'islam algérien aujourd'hui. Je veux dire, il n'y avait pas de mosquée dans les villages algériens. Même si les gens montaient, et là-dessus je suis d'accord, les gens montaient essentiellement combattre au nom de la religion. Mais le rapport, ce n'était pas la même religion. L'idée qu'il y a quelque chose qui est la religion fixe et qui permet de déterminer et de comprendre le comportement des gens, me semble démenti par notre expérience du catholicisme, où à l'intérieur d'une église unique, qui est l'église catholique avec un pape, on peut avoir la théologie de la libération comme on peut avoir l'extrême droite. Dans l'islam, c'est la même chose. Et je crois que c'est important de comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, domine, là-dessus je ne veux pas, enfin on pourra en discuter, s'est développé depuis 50 ans, sous la pression saoudienne et wahhabite, une conception particulièrement réactionnaire de l'islam. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et même aujourd'hui, elle est divisée. Quand on parle des djihadistes, ça représente quelque chose d'important, et je suis d'accord qu'il y a un vrai idéal, et il faudrait essayer d'expliquer pourquoi dans notre société, avec la disparition des utopies révolutionnaires, communistes, etc., c'est cet idéal aujourd'hui qui, pour une partie de la jeunesse, représente quelque chose. Mais il y a, si vous voulez, cet idéal, mais il y a des lectures de l'islam, je veux dire, il y a des condamnations des djihadistes aussi fortes, il y a des combats, et on ne peut pas mettre dans le même sac les frères musulmans, même l'islam politique, on ne peut pas le mettre dans le même sac. Je veux dire, il y a des différences majeures entre les forces politiques. Dernier élément sur la gauche et l'islam, moi je suis assez frappé en lisant le livre par l'impression qu'on a une gauche philo-islamique. Moi, toute mon expérience, c'est la haine de la gauche française à l'égard de la religion, à l'égard des musulmans en particulier. C'est vrai que pendant un temps, il y a eu quelques dirigeants politiques qui ont dit que tout ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que pour des raisons, ils ne voulaient pas... que je peux comprendre, je veux dire que l'idée, on ne va pas faire un fossé en France. Mais, attendez, on a un Premier ministre qui passe d'islamo-fascisme, qui dit que la question de la présidentielle aujourd'hui sera la question de l'identité, sous-entendu l'islam. On a des intellectuels qui, à 90%, sont islamophobes aujourd'hui en France. On a, je suis frappé parce que Jean évoque la polémique du NPA, mais d'abord le NPA c'est une toute petite force, et même dans le NPA qui est censé être une force radicale, on sent cette islamophobie, pour moi en tous les cas c'est une islamophobie prégnante et dominante. Et moi qui travaille d'une manière militante dans ce courant, je peux vous dire qu'il n'y a aucune islamophilie dans la gauche, qu'elle soit d'ailleurs socialiste ou même radicale, même la gauche de la gauche, au contraire. Donc là, il y a quand même... et je termine sur... Est-ce que tout ça, sur ce que tu disais sur... ça n'a rien à voir avec l'islam.
Mais je fais la parallèle, je veux dire, on peut aussi dire que Pol Pot, le Parti des travailleurs du Kurdistan, Staline, Mao, le Sentier lumineux, tout ça, ça a à voir avec le marxisme, c'est vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, franchement, on n'a rien dit. On n'a rien dit parce qu'on ne comprend pas comment fonctionne le Sentier lumineux en lisant les textes de Marx. Et même, si vous voulez, on a vécu, ma génération, un pays dans lequel le langage universel, c'est le marxisme. J'ai été, pour certains d'entre vous, certains le savent, permanent du Parti communiste et à la section de politique étrangère. Un jour, j'ai eu dans mon bureau une délégation du Parti congolais du travail, qui est celui qui est aujourd'hui au pouvoir, Nguesso. Et ils m'ont expliqué que le Parti communiste français, c'était des révisionnistes qui trahissaient le marxisme-léninisme. Et c'était vrai, voilà. Non, je veux dire par là que le fait que ce langage universel soit le marxisme, bien, ça a une signification. Et là aussi où je serais d'accord avec Jean, et je n'ai pas eu le temps de développer, il y a des travaux sur... je ne dis pas que les textes ou les interprétations, pas tellement le Coran, parce que le Coran, on peut l'interpréter, mais les interprétations du Coran n'ont pas une efficacité propre. Et je pense que l'idéologie a toujours une efficacité propre. Mais en même temps, je ne peux pas, si vous voulez, si je veux essayer de comprendre le Hamas en Palestine, franchement, ce n'est pas essentiellement en lisant le Coran ou les trucs religieux que je peux comprendre. Pas plus que le Hezbollah, pas plus que la révolution, d'ailleurs, la révolution iranienne. Et on voit bien que même dans la révolution iranienne aujourd'hui, le nombre de courants différents qui se réclament de l'islam. Voilà. Merci Alain. Alors, je vois que Jean a dégainé... Gilbert Achcar, Marxisme, Orientalisme et Cosmopolitisme, un ouvrage que vous recommande aussi évidemment. Juste pour répondre bien sûr, moi je rajoute simplement une petite question en forme de virgule, une impertinence, je ne sais pas comment on peut dire. Il y a quelque chose de... alors, tu as dit que ton livre n'était pas d'une somme, ni ne prétendait pas à l'exhaustivité, il y a quand même une phrase qui est assez définitive. Quand tu dis que l'islam apparaît désormais comme la seule puissance spirituelle dont l'universalisme surclasse l'internationalisme de la gauche sociale et défie l'hégémonie du capitalisme mondial. C'est page 33, donc, du livre de Jean Mirenbeau. Moi, j'ai envie de te poser la question. L'islam, de quel islam parles-tu? Est-ce que tu parles de l'islam en tant que religion, en tant que fait social, en tant que culture, en tant que programme économique? On sait bien que les partis d'obédience islamique ont jamais eu trop de programmes économiques, en tout cas pas rivaux du capitalisme mondial. Et une question peut-être après pour Alain, est-ce que vraiment l'internationalisme de la gauche sociale est-il vraiment surclassé aujourd'hui par l'islam? Merci beaucoup pour... Ah. Il a tous les talents. C'est ça. Merci pour vos lectures et vos virgules impertinentes, virgules insolentes, t'as dit. Merci beaucoup. Écoute, quel islam? Tu sais, il y a très peu de temps, j'étais dans une librairie libertaire de Genève, parce que ça existe, et il y avait là un anthropologue des religions qui s'appelle Monder Kilani. C'était très intéressant parce qu'il y avait des choses assez critiques aussi à dire et passionnantes. Puis à un moment donné, il a dit, mais le problème de l'islam, c'est qu'il y a eu cette captation politique et puis un rapport au sacrifice, etc. Et puis il s'est arrêté, il a dit, bon, alors là j'essentialise, mais bon, faut bien essentialiser quand même un petit peu, parce que comme si c'était, bon, je le fais, mais juste un petit peu, quoi, comme si c'était le péché mignon de l'essentialisation. Parce qu'en fait, à un moment donné, effectivement, il faut pouvoir parler des choses. Quand on lit le texte de David Thompson, enfin tous les, voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'islam. Les islamologues parlent de l'islam. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'islam. Mais effectivement, il faut commencer par dire qu'il y a 1000 islams différents, qu'à 1000 époques différentes, 1000 pratiques, 1000 rapports concrets, 1000 gestes, 1000 présences, 1000 façons d'être au monde à travers telle ou telle religion et notamment l'islam. Mais il se trouve que à un moment donné, il faut quand même pouvoir nommer des choses, quoi. Et donc ce que disait aussi Kilani à sa manière, c'est qu'à un moment donné, lui-même s'est mis à dire, bon, il y a... Voilà. Et donc, justement, vous voyez, oui, j'ai sorti Gilbert Achcar. Voilà, parce que Gilbert Achcar, pour moi, il est très intéressant, parce que c'est un marxiste, je crois, d'origine libanaise, et avec toute son expérience de quelqu'un qui a traversé tous les combats internationalistes, qui a notamment vécu le moment iranien et plein d'autres moments. Dans ce livre donc, qui s'appelle Marxisme, Orientalisme et Cosmopolitisme,
il dresse un constat. Il dit, bah, aujourd'hui, il faut quand même constater qu'on a cru qu'on pouvait faire justement la comparaison qu'Alain Grèche a fait tout à l'heure en disant, bon, il y a la théologie de la libération avec les chrétiens. Et Ashkar dit, bah oui, mais en fait, on s'est allié de façon évidente avec les théologiens de la libération et certains mouvements chrétiens en Amérique latine. Et ils ont fondé avec nous des partis ouvriers, des syndicats, etc. Et il dit, on a cru qu'on pourrait faire la même chose avec un certain islam politique. Et en fait, dit-il, eh bien, partout où on a essayé, ça nous est retombé sur la gueule. Et il dit, ce qui doit être relevé ici, c'est que l'intégrisme islamique, en règle générale, a cru sur le cadavre en décomposition du mouvement progressiste. Et à un moment donné, il a ce passage, pour moi, incroyable, où il dit, bah voilà, on ne comprend rien à tout ça, on a un mal fou, un jour, il faudrait quand même faire le bilan. Il fait le bilan de toutes les expériences, notamment de la gauche britannique, etc., de l'extrême gauche britannique, de ses tentations d'alliance, là pour le coup, avec certains courants religieux. Et il dit, il faudrait qu'on se demande quand même pourquoi l'intégrisme, le cite, pourquoi l'intégrisme islamique a déferlé à notre époque sur les communautés musulmanes, dit-il, plus que voilà, ce qui de nos jours, dans la plupart des autres religions, est l'apanage de l'intégrisme en tant que courant minoritaire, joue dans l'islam institutionnel dominant un rôle omniprésent. Alors évidemment, lui aussi tombe lui aussi, comme beaucoup de gens voilà, comme on dit judaïsme, christianisme, tout de suite on tombe dans une forme d'essentialisation. Mais il se retrouve à devoir poser cette question et à regretter, je le cite, l'absence d'une sociologie historique comparative marxienne des religions. Voilà, l'absence. C'est-à-dire que lui, à un moment donné, il se dit, oui, ça nous pose problème, on galère à comprendre tout ça, et si on veut comprendre les choses, il faudrait qu'on se penche sur les textes, sur le destin de telle ou telle religion, en rapport avec plein de choses, avec le colonialisme, avec les événements historiques, mais pas seulement, aussi un certain rapport au texte, parce que prendre au sérieux la religion, c'est se dire, comme l'a fait Jean Bay d'ailleurs, ancien maoïste, qui à un moment donné s'est intéressé à l'islam de façon très puissante, à travers le chiisme. Il a dit, bon, à un moment donné, nous marxistes, on a toujours dit, c'est pas la conscience qui détermine l'existence, c'est l'existence qui détermine la conscience. Mais il dit à un moment donné, il faut aussi savoir que la croyance peut déterminer l'existence. C'est pas rien la croyance. Ça existe, ça a des effets puissants sur le corps, sur le quotidien. Ça existe. C'est pas toujours un truc superficiel. J'ai relu récemment l'introduction au marxisme d'Ernest Mandel, qui a formé des générations de gauchistes et de gens d'extrême gauche, de marxistes, et qui dit, il y a un truc très mignon où il dit, voilà, c'est le mode de production, etc., qui détermine tout, la superstructure, vous connaissez le schéma. Puis il dit, ça détermine la morale, les idées, la religion, etc. C'est très marrant. Il y aurait un livre à faire qui s'appellerait La religion, etc. Ou un petit article un peu drôle sur le mode de Gainsbourg, La religion, etc. C'est vraiment, c'est un truc parmi d'autres. Et il parle de la religion comme d'un vestige mal résorbé. Voilà. Pour lui, c'est les deux moments où il parle de religion dans son livre. C'est un vestige mal résorbé. Et donc toute la question, elle est justement, et la question qui se pose à Ashkar, Grèche parlait d'emblée de l'universalisme, et on voit que finalement tout ça, ça a été une espèce d'espérance, le progrès, l'Europe comme modèle. Mais en fait aujourd'hui c'est l'universalisme de la gauche qui a l'air presque effectivement hyper ethnocentré, hyper... Vous voyez, j'ai sorti plein d'antisèches, et notamment ce bouquin de Balibar qui dit qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que l'universalisme hérité des Lumières, etc., soit devenu une simple tradition idéologique localement instituée au profit d'une hégémonie désormais intenable. Mais cette question-là, elle ne se pose pas seulement à l'universalisme issu des Lumières, elle se pose notamment à une certaine espérance de la gauche, parce que tout ce qui se passe, et ce que j'essaie de montrer de l'Algérie jusqu'à ce petit moment du NPA qui a l'air marginal, mais qui dit plein de choses en fait, bien au-delà du NPA, en passant par l'Iran, c'est qu'à chaque fois, on voit que la gauche roule des mécaniques, est persuadée qu'elle a la vérité de l'histoire, effectivement, qu'elle a les lois de la dialectique, elle sait où va l'histoire, et elle pense que bon, tous ces opprimés qui empruntent un petit chemin détourné par la religion, bientôt ils vont ouvrir les yeux, ils vont déchirer le voile de l'illusion, et puis ils vont se rallier à la grande histoire avec un grand H, qui est celle de l'histoire du socialisme profane, etc. Mais cette prétention-là, elle était basée sur un rapport de force qui n'existe plus, et qui existe souvent encore dans la tête de plein de gens de gauche, qui croient encore qu'ils ont cette capacité à polariser. Les gens du NPA étaient persuadés qu'ils pourraient polariser les luttes. Et maintenant, ils croisent leurs anciens camarades qui étaient parfois autour de cette jeune candidate et qui se battent contre la théorie du genre, etc., et qui flirtent avec d'autres mouvements. Et ça les fout très très mal. Et ça ne veut pas dire que toujours ça se passe comme ça. Mais disons qu'ils n'ont pas vu arriver un certain truc, ils ont finalement méprisé, une fois de plus, le fait religieux. Pour eux, c'était rien, c'était un petit truc superficiel, ça allait leur passer. À leur manière, ils avaient aussi cette idée du petit stage de déradicalisation. Donc, c'est un problème. Et alors, pour reprendre le tout premier point, ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est la question de l'universalisme,
comme tradition localement instituée d'une certaine gauche qui a toujours roulé des mécaniques et qui aujourd'hui devrait considérer, comme l'a fait Gilbert Achcar, que le rapport de force face à une certaine espérance spirituelle, religieuse, dure ou moins dure, il est plus du tout en sa faveur. Elle devrait, de ce point de vue-là, ouvrir les yeux. Qu'est-ce que Alain Grèche a commencé en disant « mais l'islam ou la religion, c'est pas du tout la cause de l'échec ». Et moi, je dis pas du tout qu'il y a eu un échec, en fait. Je dis jamais que la religion est la cause d'un échec, ni en Algérie, ni nulle part. Au contraire, c'est la cause d'une réussite, c'est la cause d'un succès. Ce qui fascine Foucault, c'est de voir ces gens c'est la révolte à main nue, il appelle ça. Il dit c'est la révolte à main nue. Il dit ces gens font face à la SAVAK, à la police politique du Shah, à toute cette horreur, cette violence politique, etc. Et ils arrivent à mettre à bas le Shah grâce à l'énergie religieuse. C'est ce que dit aussi à sa manière Fanny Colonna, Monique Gadan sur l'Algérie, dans des contextes évidemment extrêmement différents. Donc c'est pas un échec. Et si on doit, dans un contexte à nouveau encore plus différent, mais Daesh, la religion, c'est pas la cause de son échec, c'est la cause de son succès, y compris, comme le dit Pierre-Jean Luizard dans son livre, il dit Daesh, c'est une grande réussite, il le dit pas en faisant l'éloge, mais il dit Daesh, c'est le seul mouvement qui a réussi à dynamiter les frontières coloniales. C'est le seul mouvement qui a réussi à faire ce que tous les autres mouvements nationalistes, panarabes, etc., ont essayé de faire. Ils ont dynamité les frontières des ex-empires coloniaux tracés par l'Occident. C'est une réussite, parce que justement, leur idéal, qui est profondément religieux, il est sans patrie ni frontières, comme on disait à la grande époque, et ils l'ont prouvé. Et ils ont réussi quelque chose. C'est une réussite. Je ne dis pas que je soutiens du tout la chose, mais disons qu'on ne peut pas mettre ça. C'est pas la question qui m'intéresse là-dedans. C'est pas la question de l'échec. C'est plutôt la question de la réussite. Alors moi aussi, je parle beaucoup. J'ai un chapitre où j'essaye de rendre hommage à Marx, effectivement, pour montrer qu'il suffirait que la gauche relise Marx pour déjà prendre un tout petit peu plus au sérieux la religion dans son autonomie, le fait que Marx d'emblée commence par se coltiner à la question, voilà, affronter la question religieuse. Des générations aussi de militants ont appris Marx, Feuerbach, Hegel, etc. Boum boum, l'esprit du christianisme. Et puis il essaie de remettre le monde sur ses pieds et tout ça. Donc c'était au départ, mais ça revient tout le temps. Il y a des phrases, il y a des mots très drôles de Derrida là-dessus, montrant que Marx ne pense qu'à ça, revient tout le temps, se casse les dents sur le religieux en permanence, et voit la religion, effectivement. Quand je mets en exergue du livre cette phrase qui dit la critique de la religion est la condition de toute critique, mais pour moi c'est très sérieux. Ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux la religion. Critiquer la religion, ça ne veut pas dire juste c'est mal, c'est pas du tout ça, on ne dit pas c'est mal, c'est critiquer, passer au crible. Discerner, juger, prendre au sérieux. Marx considérait que la critique de la religion était la condition de toute critique. Je voudrais savoir qui aujourd'hui chez les marxistes fait la critique de la religion de façon sérieuse. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole. Je voudrais juste dire que pour ce qui est à nouveau oui, Valls, mais oui, c'est vrai, d'ailleurs moi c'est vrai, mais Valls pour moi ne prend pas du tout au sérieux la religion. Quand Valls dit tout le voile, c'est toujours un signe d'allégeance, de domination, d'asservissement, etc. En fait, à nouveau, le printemps républicain, tous ces jeux-là ne prennent pas du tout au sérieux la religion. Moi, on m'a dit, ah, mais alors Finkielkraut. Mais non, mais Finkielkraut ne parle jamais de religion. Pour lui, tout ça, c'est des indices identitaires, anti-républicains, qui se baladent, les boucheries halal. Mais c'est jamais qui, parmi ces gens-là, aborde la question religieuse au sens d'une présence au monde, d'un rapport à des textes, d'une certitude vécue, d'un élan intime. Personne, en fait. C'est-à-dire que, et je le dis d'emblée dans le livre, je dis évacuer complètement le religieux ou tout ramener à lui, c'est une même manière de se planter et d'évacuer la singularité, non pas du religieux, mais notamment du nouage, du nœud entre le théologique et le politique. Donc, en fait, moi, je pense que c'est ça la question. C'est que ces intellectuels-là auxquels vous faites allusion, ils parlent très très peu, en fait, de religion. Bien sûr, je pense que la gauche ne comprend rien à la religion, là-dessus on est d'accord. Mais on ne peut pas laisser entendre, comme tu le fais, qu'elle serait finalement plus ou moins laxiste à l'égard de la religion dans un pays où, pour moi en tous les cas, l'islamophobie est l'élément dominant du discours français aujourd'hui en politique. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une affaire sur... Hier, on a arrêté une femme en niqab sur le périphérique, ça a arrêté 2 heures. Demain, il y aura un attentat de Daesh. C'est tous les jours. Et tous les jours, on a ce même discours répercuté par les médias, répercuté par
par la radio. Moi, j'écoute régulièrement France Culture et France Inter le matin. Ce sont des chaînes islamophobes où, en plus, il n'y a aucune place faite à une parole dissidente sur ces questions. Patrick Cohen a dit on n'invite pas les gens dérangés d'esprit. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire ils sont convaincus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils prennent au sérieux la religion. Là-dessus, je suis d'accord avec toi et je suis d'accord avec le fait que ce que dit HK, la nécessité d'une sociologie marxiste de la religion qui a existé pour le christianisme, parce que c'était là où étaient dominants les marxistes, elle est nécessaire. Et je dirais prendre au sérieux l'islam aujourd'hui, c'est prendre au sérieux les débats juridiques qu'il y a au sein de l'islam. Et ça, personne ici ne connaît la moindre chose là-dessus. On vous dit la charia, mais il n'y a aucune interprétation commune de la charia. Tout le monde vous dit qu'ils veulent appliquer la charia, mais quelle charia? Il y a des tonnes. L'autre jour, il y avait Onfray qui dit, il reprochait à Alain Juppé de ne pas avoir lu le Coran, et il dit, moi j'ai lu tous les hadiths. Vous savez, les hadiths, c'est les gestes du prophète. Il y a un des recueils du hadith, c'est 108 volumes en arabe. Qui peut penser que Michel Onfray a lu ne serait-ce qu'un de ces volumes en arabe? Mais il dit, moi je connais. Mais il y a effectivement un débat. C'est-à-dire, il y a quelques personnes en France qui ont travaillé, qui ont sorti des livres sur la charia, sur la complexité de sa mise en œuvre, de pourquoi aujourd'hui c'est dans les constitutions, mais en fait ça joue un rôle très très mineur dans les... Là, je le dis à un moment, l'islam joue un rôle mineur dans la vie quotidienne de la majorité des musulmans. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas croyants, mais je veux dire, quand ils vont travailler, quand ils vont au cinéma, quand ils vont dans l'armée, quand les entreprises fonctionnent et qu'ils travaillent sur les marchés internationaux, franchement, l'islam joue un rôle très très faible. Ça ne veut pas dire qu'il faut le négliger, ce rôle. Encore une fois, il faut le prendre au sérieux. Et là-dessus, il y a effectivement tout le débat. Est-ce que la religion est une idéologie comme les autres, une superstructure comme les autres? Ça mérite, parce que la réflexion que tu cites de Mandel, je dis, franchement, c'est primaire. Il y a longtemps, même Marx, je veux dire, avait une vision de l'idéologie, pas simplement comme le reflet de l'infrastructure. Je veux dire, c'était beaucoup plus complexe que ça, et il savait très bien qu'il y avait une interaction. Il suffit d'avoir lu le 18 Brumaire de Louis Bonaparte pour se rendre compte à quel point les questions d'idéologie sont effectivement importantes. Mais là où, tu as raison, la gauche est désarmée aujourd'hui, parce que l'universalisme qu'elle a cru être universel, elle découvre que ce n'est pas un universalisme, c'est un universalisme européen. Et qu'on a essayé de l'exporter de différentes manières et que ça a échoué. Et alors là, effectivement, on est devant une vraie crise. Une vraie crise, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça? La version dominante de la gauche française, gauche et gauche de la gauche, c'est de rester ferme sur ces principes, c'est de dire tout ça, l'islam, tous ces gens du tiers-monde, c'est des gens, il faut combattre, c'est un ennemi, etc. Et absolument pas une remise en cause de cet universalisme. Et moi, il y a un terme que je crois que c'est des sociologues, pas des sociologues, c'est des Américains qui ont inventé, c'est le pluriversalisme. C'est-à-dire, il n'y a pas un monde, demain on ne va pas vers un monde unifié possible comme ça, avec une même manière de fonctionner, on va vers des mondes différents, avec des contradictions, mais qui peut être aussi porteur de valeurs universelles. Mais des valeurs universelles faites et qui ne sont pas simplement celles que nous avons créées, que nous essayons d'imposer aux autres, mais qui viennent aussi d'autres sociétés, d'autres traditions. L'idée que nous seuls sommes capables d'inventer les traditions des droits humains, franchement, je veux dire, c'est une idée, je peux vous dire que dans le monde arabe, elle n'a aucun poids, parce que pour eux, notre vision des droits humains, c'est la guerre en Irak, c'est la guerre en Afghanistan, c'est ces guerres-là, et c'est notre position sur la Palestine. Mais effectivement, est-ce qu'on peut inventer autre chose? Alors là, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi à l'échelle internationale face à la montée de cette version de l'islam radical qui peut être effectivement très, très dangereuse. Et je ne suis pas très optimiste quand je vois la manière dont la gauche française se positionne à l'égard
de ce qu'on appelle les quartiers populaires et des musulmans en France. Hier, j'ai assisté on avait organisé un procès de tout ce qu'on appelle les islamo-gauchistes. Et j'ai été très frappé, c'était à Saint-Denis, il y avait 500 à 600 personnes. D'abord que, bien qu'il y avait, même parmi les orateurs, des filles voilées, c'était très mixte, au sens garçon-fille. Il y avait très peu de filles avec foulard, mais ça ne me dérange pas du tout qu'ils aient un foulard. Et ce courant-là est complètement rejeté par la gauche aujourd'hui, en disant c'est des communautaristes, c'est des gens, etc. Il y a un refus de voir l'aspiration de ces jeunes qui s'expriment de manière très différente de ma génération, c'est-à-dire pour qui les critères ne sont pas les mêmes, et qui essayent de trouver sa voie. Après son exclusion du NPA, je me suis retrouvé par hasard à un meeting où cette jeune femme était invitée. Et je vais vous dire ce qui m'a frappé, c'est qu'elle tenait un discours d'un sectarisme marxiste traditionnel qui était... Vraiment, je veux dire, plus personne ne peut tenir un tel discours. Et elle avait son foulard. Voilà. Alors après, elle a évolué, elle a changé, etc. Mais elle a évolué, c'est ça qui est important. Plus on les rejette, plus ils évolueront dans d'autres sens, plus ils ne se reconnaîtront pas dans la gauche. Comment la gauche peut être porteuse d'une aspiration universelle et d'une aspiration, si elle n'est même pas capable de s'adresser à ces jeunes sans voir des communautaristes, etc. Nous sommes en train de les rejeter dans les bras, effectivement, de courants dangereux, pour une raison, je terminerai là-dessus, qui est... Vous savez, il y a eu un texte de l'État islamique qui était très intéressant sur la stratégie à l'égard des musulmans en Europe, qui s'appelait les zones grises. En gros, il disait, il faut supprimer les zones grises en Europe, c'est-à-dire les musulmans qui se sentent d'une certaine manière partie de la société française et des sociétés européennes. Ça, il faut les supprimer. Et je dois dire que la politique que mènent les gouvernements et les partis de gauche aujourd'hui va exactement dans le même sens. C'est-à-dire de les pousser en leur disant vous n'êtes pas des citoyens français, vous n'êtes pas politiquement correct, vous dites des choses absolument incroyables, vous avez un double langage, un triple langage, vous êtes perfide, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a une poussée du salafisme aujourd'hui dans les banlieues, ce n'est pas une invention, mais je veux dire, c'est à nous, comme force politique, qui avons été pendant un temps porteurs d'espérance, de savoir comment on recrée cette espérance, mais dans des conditions différentes. C'est-à-dire, moi, j'ai aucune nostalgie, j'ai à la fois aucun regret pour les combats que j'ai menés sur le Vietnam, l'Afrique du Sud, les colonies portugaises, etc. Je veux dire, je pense que c'était des combats justes, et je pense que c'est une période finie, et que la période où, disons, la gauche radicale, le mouvement communiste représentait l'ossature d'une gauche et d'une... Elle est finie. Le problème, c'est quelle solution on apporte, quelle réponse on apporte à ça. Et la réponse, c'est... comment dire? Quand on voit l'évolution, je termine vraiment là-dessus, des penseurs de la gauche radicale, il y en a quelques-uns qui ont évolué vers le religieux, mais franchement très peu. La plupart ont évolué vers l'idée on ne peut pas changer le monde. Et que le monde comme il est, finalement, c'est pas mal. Et je veux dire, l'évolution d'un journal comme Libération, historiquement, est très intéressante. Je veux dire, c'est vraiment l'évolution avec une position de gauche sur quelques questions culturelles, de la lutte pour la révolution à l'acceptation de l'économie, non seulement l'acceptation, mais l'éloge de l'économie de marché et de l'économie capitaliste. Et une dernière remarque sur l'islam. Une des choses, et là je pense que vraiment tu as tort sur la contestation du capitalisme, l'islam majoritaire aujourd'hui, tout courant confondu, y compris les frères musulmans, etc., c'est l'islam du capital. C'est le marché. C'est-à-dire, Nahda, aujourd'hui, c'est la défense de l'économie de marché. Ce n'est pas du tout la révolution. Tous les penseurs de l'islam que je cite, pour montrer que dire ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est les poignarder dans le dos, parce qu'ils passent leur temps à essayer de soustraire leur foi et leur spiritualité à ceux qui voudraient en faire une grimace sanglante, et ils font face à des gens, à un pouvoir, par exemple à des ministres, qui passent leur temps, eux, à dire tout ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc évidemment, ça veut dire que leur boulot n'a aucun sens, et je pense que c'est vraiment pas leur rendre service de dire mais non, mais voilà, c'est pareil, il y a eu, comme vous avez
tout à l'heure, voilà, il y a eu le christianisme, hein, toutes les religions, il se passe c'est la même chose partout. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Là, en ce moment, il y a un peu d'intégrisme, mais bon, ça a été partout ailleurs. Puis, ça n'a pas toujours été le cas. Il se passe quelque chose d'un peu particulier, apparemment, et on en a des échos tous les jours. C'est-à-dire même les gens qui sont les plus réticents à aborder ces questions, maintenant, sont envahis. Les journaux les plus réticents à aborder ces questions sont envahis de lexiques religieux, passent leur temps, ils sont contraints de parler du face-à-face entre l'Arabie Saoudite, l'Iran, les sunnites, les chiites. Ça part dans tous les sens. Il se passe quelque chose d'un peu particulier. Je suis frappé par le fait que Étienne Balibar, je cite cette phrase aussi, Étienne Balibar, autre marxiste ou en tout cas grande figure comme ça pour lequel j'ai énormément d'estime, au lendemain des attentats de Charlie, il a eu cette phrase incroyable, il a dit dans Libération « Notre sort repose entre les mains des musulmans ». Ça ne veut pas dire qu'il jugeait, alors là, à nouveau, quel musulman, quoi, qui, comment, où, à quel moment. Ben oui, mais il se passe quelque chose d'un peu particulier apparemment, quoi qu'on en dise, nous, eux, vous, tout le monde, enfin on ne sait pas qui est le nous, on ne sait pas, mais à un moment donné, il se passe quelque chose, qu'on soit étranger ou pas à la tradition islamique. Quelqu'un comme Balibar dit « Aujourd'hui, notre sort repose entre les mains de les gens de l'État islamique ». Effectivement, vous avez dit, il y avait un texte, ils ont publié un texte très intéressant qui s'appelle « La zone grise », etc. Bah, c'est ça qui est... Oui, leurs textes sont intéressants. Là aussi, on se rassure toujours en disant « Ce sont tous des débiles », etc. Je me souviens du débat entre Baudelot et Finkielkraut, débat célèbre sur est-ce que le niveau monte ou le niveau baisse à l'école. Il faut rassurer Finkielkraut, chez les djihadistes, le niveau monte en permanence. C'est un endroit où le niveau monte. Tout le monde s'accorde à dire que les textes sont de plus en plus élaborés, qu'ils écrivent de mieux en mieux, tout le monde dit « Ah, c'est des torchons, c'est nul ». Non, pas du tout, il faut arrêter de mépriser. Ils écrivent de mieux en mieux. Du point de vue théologique, de l'érudition, ils sont... Voilà, c'est un mouvement, on ne méprise pas du tout l'érudition. On a tous appris que les fascistes, quand on dit le mot culture, ils sortent leur revolver. Eux, pas du tout. Hein. Ils posent, quand on les voit parler, ils posent devant des bibliothèques entières. Ils citent tout le temps des savants, des érudits. On a intercepté un mail, on l'a publié dans Le Monde, d'un chef djihadiste qui parle d'un jeune militant qui va rejoindre le mouvement en Belgique. Et il dit « Quant aux jeunes frères belges qui aspirent à l'érudition », ce n'est pas tous les mouvements politiques ou idéologiques où, quand on veut parler de quelqu'un qui va le rejoindre, on dit « il aspire à l'érudition ». Il y a quelque chose qui se passe. Du côté de l'État islamique, ils n'ont aucun problème à dire ce qu'est l'islam, à affirmer de façon très violente. Hein, ils disent l'absolu de façon violente. Il y a d'autres gens dans le passé, d'autres courants qui ont essayé de dire l'absolu. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde du côté de la gauche qui essaie de dire l'absolu, parce qu'évidemment, il y a les mémoires du siècle, etc. Mais eux, ils n'ont aucun problème à dire ce qu'est l'islam. Ils n'ont aucun problème à trancher. Ils n'ont aucun problème à prendre une décision à l'égard du réel et à essayer de s'y tenir violemment. Donc, à un moment donné, il faut constater, et il faut quand même écouter, lire tous ces penseurs musulmans, tous ces théologiens musulmans, tous ces simples croyants musulmans qui n'arrêtent pas de dire « il se passe quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui en islam ». Et laissez-nous essayer de faire ce boulot critique à l'intérieur de ce monde-là, arrêtez de dire qu'il ne se passe rien, circuler, il n'y a rien à croire, etc. Non, il y a quelque chose qu'il faut analyser, et je pense que là encore, il faut s'inspirer de quelqu'un comme Gilbert Achcar pour les gens de la gauche, qui dit « bon, après quelques décennies d'expérience, oui, en fait, il se passe un truc un peu particulier et on ferait bien de se pencher sur les choses pour essayer d'y comprendre quelque chose, justement. Si vous permettez, je vais sortir de mon rôle d'animateur pour faire une petite intervention là-dessus. Parce que je trouve que, en fait, tu as raison d'insister sur le fait qu'il se passe quelque chose. Le problème, c'est que tu as l'excès inverse et le péché, entre guillemets, inverse, de trop regarder, de trop considérer que ce sont des phénomènes religieux et non religieux. Quand tu parles du phénomène sunnite-chiite, le phénomène sunnite-chiite, avant 2011, il existe très très peu dans la région, avant la grande contre-offensive de l'Arabie Saoudite, qui du coup casse la révolution bahreïnienne et du coup le pouvoir central du Bahreïn qui reste au pouvoir et qui sépare littéralement sunnites et chiites dans les différents villages et tout ça, éclate et fait émerger cette problématique comme une problématique centrale. Pour Al-Qaïda dans l'État islamique, sunnite-chiite, c'est pas une problématique centrale. Les chiites, les khalijites, on n'entend pas ce terme tellement dans Al-Qaïda, même chez les grands penseurs d'Al-Qaïda, etc. Donc on a vraiment ici une sorte de cache-sexe, entre guillemets, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui peut paraître du religieux, qui peut paraître de l'islam, qui est en fait un phénomène tout à fait politique, dont se sert aussi l'État islamique pour renforcer comme ça son message de destruction, de mobilisation et tout. Donc on a l'impression qu'on est dans la religion, mais en fait on est dans le politique et dans l'instrumentalisation de deux forces différentes. D'un côté, les forces réactionnaires menées par l'Arabie Saoudite, de l'autre côté, les forces révolutionnaires, entre guillemets, de l'État islamique. Donc,
moi, c'est juste cette remarque que je veux faire dans ce débat, bien sûr. Mais à force de trop regarder aussi cette question religieuse, parce qu'effectivement, on ne la prend pas assez en compte, on la met de côté, on ne l'analyse pas comme il faudrait, y compris avec les outils que Marx nous a donnés il y a un siècle et demi, etc. Du coup, je pense que dans ton livre, tu en fais presque une obsession. C'est assez problématique d'un certain point de vue quand on considère tout ce qui reste de la politique du point de vue de l'Arabie Saoudite. Ça vaut, juste pour terminer, également, je pense, sur ta phrase sur El Azhar, donc la mosquée référence l'université d'El Azhar en Égypte. Tu fais comme si elle était en dehors de tout contexte politique. El Azhar pèse sur elle des décennies de dictature d'Égypte, égyptienne, qui en attend du coup un rôle politique, qui en attend aussi un rôle politique différent dans une sorte de rivalité politique pour la primauté de l'islam comme ça face à l'Arabie Saoudite, une sorte de rôle politique tellement important que du coup ces prises de position que tu cites n'ont plus rien à voir les unes avec les autres, parce que tu cites des positions qui sont extrêmement régressives, notamment vis-à-vis de Daesh. On pourrait parler aussi de cet imam d'El Azhar qui a autorisé, je ne sais plus si c'était en 2013 ou en 2014, aux musulmans de boire de la bière, et voilà, il a fait une fatwa comme ça, finalement les musulmans ont le droit de boire de la bière, c'est nouveau, ça sort du chapeau, etc. On est non pas dans quelque chose qui est comme ça agressif, mais quelque chose qui est profondément contradictoire, qui est complètement cassé par des décennies de dictature. Et ça, les militants djihadistes notamment, tu me dis, le disent bien, ils disent on était dans une espèce de milieu où les mosquées, les imams étaient complètement décérébrés à la botte du pouvoir. Donc effectivement, quand il y a eu la dictature qui est tombée, on s'est retrouvé avec des mosquées qui étaient facilement prenables, entre guillemets, parce que les imams du pouvoir étaient disqualifiés. Et ça, encore une fois, ce n'est pas de la religion, c'est un rapport à la dictature, un rapport et un certain rapport à la politique. Oui, c'est tout à fait passionnant, mais justement, moi, tout mon propos, c'est de dire que ça peut être politique et religieux, et que quand c'est politique, c'est pas forcément pas religieux, quand c'est religieux, c'est pas forcément pas politique. Et le truc, c'est que l'obsession, peut-être que je tords un peu trop le bâton dans l'autre sens, parce que comme je pars d'un propos qui dit on prend pas assez au sérieux, etc., forcément, j'exhibe autre chose, donc j'ai l'air de... Mais ça, d'ailleurs, c'est vachement intéressant, parce que toute chose étant égale par ailleurs, moi, depuis 4 mois, depuis que je suis présent de ce livre, en permanence, on me dit, mais vous êtes croyant, vous n'avez pas un problème avec ça, etc., comme s'il fallait moi-même que je fasse un petit stage de déradicalisation. Parce qu'en fait, quiconque parle, dit le religieux, ça existe, on dit ah mais lui. Et alors que l'autre jour, j'ai eu une discussion avec Daniel Hervieux-Léger, sociologue des religions, qui m'a raconté comment Foucault, un jour, s'adressant aux sociologues des religions, leur a dit vous intéressez à ce problème, à ce truc qui n'a aucun intérêt, c'est sans doute que vous en êtes. Vous en êtes. C'est-à-dire, vous voyez, vous en êtes. Et Foucault, en Iran, il a suffi qu'il dise oh là là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une puissance autonome de ce truc-là, ça compte. Et ben, il raconte que lui-même a été décrit comme un prophète fanatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de Foucault à aujourd'hui, en passant par les sorties de Bourdieu, etc., en fait, quiconque dit le religieux, quand même, on devrait pouvoir le prendre au sérieux, a l'air d'être obsédé. Et d'ailleurs, Boltanski, pour le finir de citation, m'a envoyé un mail que je trouvais très beau. Il me disait, vous faisiez plein de critiques aussi, et il me disait à la fin, mais ce que vous voyez peut-être pas, c'est que la religion, c'est très dur, parce que ça vient de tellement loin, la puissance des textes, bien avant Al-Qaïda, la puissance des textes, cette mémoire, cette tradition, cette profondeur de mémoire, c'est très dur de se pencher dessus sans tomber dedans. Et c'est vrai que c'est assez fort. Alors on m'a dit mais non, il dit n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Moi je dis pas du tout l'excuse sociale, je suis pas du tout dans ces problématiques. Je pense qu'il y a un petit problème dès qu'on décrit la puissance autonome du religieux, relativement autonome du religieux, on a l'impression d'être obsédé. Sur la question de la géopolitique, etc. Je vous invite à lire les bouquins de Christian Jambet sur Mollah Sadra par exemple. Mollah Sadra, il est mort en 1640 en gros, 1640. Il a sorti 2 gros pavés, dont un qui s'appelait L'Acte d'être, c'était chez Fayard. C'est quelqu'un qui lit le persan, Christian Jambet, qui a appris avec Henri Corbin, élève de Massignon, etc. En 1640, Mollah Sadra dénonce, il est chiite, ça existe, les chiites, voilà, ça existe, pas une invention de la CIA, et il dénonce Mollah Sadra, ce qu'il appelle les gens de l'aveuglement. Il se sent très minoritaire, très marginal. Il dénonce les gens de l'aveuglement, c'est-à-dire ces gens qui veulent rabattre l'islam sur une pure contrainte politique et un système d'obéissance absolue. C'est en 1640.
Voilà. Alors tout ça, après il y a 1000 rejeux politiques, effectivement, l'Afghanistan, la CIA, Al-Qaïda, tout ça existe incroyablement. Il ne faut pas faire comme si à chaque fois c'était une pure instrumentalisation. Tu as utilisé le mot d'instrumentalisation. Et là-dessus, je voudrais vous donner un exemple qui en fait décrit assez bien ma démarche et qui sans doute est une provocation. François Furet, qui n'a pas toujours été un ami de la gauche, mais pas toujours non plus un ennemi. François Furet, dans Le passé d'une illusion, il a un passage où il dit, en gros, parce que vous savez, des gens comme Denis Crouzet, historien des guerres de religion, etc., comparent souvent maintenant Daesh, avec son culte du sang répandu, etc., aux nazis. Il n'a aucun problème, Denis Crouzet, à comparer ça, c'est de culte du sacrifice, etc. Et François Furet dit, on est des générations de militants politiques, marxistes ou autres, de gauche, à avoir en permanence affirmé que les nazis avaient été instrumentalisés par le grand capital. C'est le bouquin de Daniel Guérin, Nazisme et grand capital, etc. Donc, Hitler est un pantin du grand capital, il a été instrumentalisé par le grand capital, et les nazis ont été instrumentalisés par le grand capital pour briser les reins du mouvement ouvrier, parce que les capitalistes avaient eu très peur avec les Spartakiens. Et Furet dit, il ne le dit pas comme ça, je paraphrase un peu, il dit, oui c'est vrai, c'est totalement vrai, mais ça n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est pas de s'étonner que les nazis aient été financés ou instrumentalisés par les capitalistes. L'essentiel, c'est de constater qu'à un moment donné, ils ont pris leur autonomie et que leur programme n'obéissait plus en rien à une quelconque rationalité marchande, capitaliste, le taux de profit, etc. Et ils avaient leur petit programme et ils sont allés très loin pour le mener à bien. Leur programme, vous le connaissez. Eh bien, aujourd'hui, quelque part, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu ça, c'est-à-dire en comparant, vous avez là des gens, l'État islamique, ou les djihadistes, qui ont aussi leur petit programme, on a l'impression qu'ils ont envie de le mener à bien. Et on pourra toujours dire, mais en fait, ils sont instrumentalisés par l'Arabie Saoudite, ils ont été nourris par machin, il y a les baasistes qui sont derrière alors qu'ils étaient religieux. Enfin, tout ça est vrai, archi vrai, mais à un moment donné, il faut pouvoir admettre qu'un discours politico-religieux, une spiritualité politique, quelque chose qui se met en mouvement et qui a une grande puissance d'aimantation pour toute une jeunesse, et pas seulement une jeunesse, à l'échelle planétaire aujourd'hui, c'est quand même très très fort, eh bien ce discours-là, il a son propre agenda. Et il dit votre politique occidentale, vos chronologies, vos calendriers, on n'en a plus rien à faire, on s'en débarrasse, on marche dessus, on a nos propres échéances et on compte bien s'y tenir. De revenir sur quelque chose que dit Jean à propos du fait que la gauche aurait tenté une alliance avec les islamistes et que partout où les islamistes arrivent au pouvoir, elle a été liquidée. Je ne sais pas à quoi il fait allusion, à part l'Iran. Il n'y a eu aucune alliance politique. Aucune alliance politique. Je veux dire, les dictatures qu'on peut qualifier d'islamistes, c'est-à-dire le Soudan, l'Iran et le Pakistan, à part l'Iran, ça s'est fait contre la gauche. Et ailleurs, il n'y a pas eu d'alliance. Des fois, il y a des convergences dans la lutte contre Israël ou contre les Américains. Mais il n'y a aucune convergence. Et de ce point de vue, il y a l'idée que finalement, d'ailleurs en lisant, que les pires dictatures, c'est les dictatures religieuses, et que les autres finalement seraient bon. Mais je veux dire, l'essentiel des autres pays, ce n'est pas des dictatures religieuses. L'essentiel, c'est l'Égypte, c'était l'Irak, c'était la Syrie, c'était l'Algérie, etc. Ce n'est pas des dictatures religieuses, c'est des dictatures laïques qui sont nos alliés et qui ont écrasé la gauche. Donc là, il y a quand même quelque chose qui me semble posé. Alors, sur le fait de l'extraordinaire appel de discours religieux, c'est vrai, mais rappelons-nous le nationalisme arabe. Il faut avoir été en Égypte et voir les manifestations en faveur de Nasser, des discours, etc., pour se rendre compte qu'il fut à une époque pas si lointaine que ça, où Nasser pouvait tenir ce type de discours nationaliste en faisant bouger non seulement les foules égyptiennes, mais les foules à travers le monde arabe, où il pouvait attaquer les frères musulmans sans que ça pose le moindre problème. Donc, il y a une évolution, et il faut bien comprendre que cette évolution, là-dessus je rejoins ce que dit Pierre, c'est lié aux dictatures. C'est-à-dire le fait que ces dictatures n'aient laissé aucun terrain aux politiques, qu'elles aient instrumentalisé la religion et les institutions politiques, ont fait à partir de, je pense, de 67, de manière évidente, parce qu'il y a eu la défaite face à Israël, de fait de l'islamisme politique, et à l'époque c'était essentiellement les frères, la seule contestation crédible dans le... Mais
là aussi, je veux dire, rien n'était inscrit. Même si je suis convaincu, je l'ai dit, et que la gauche doit faire une réflexion sur qu'est-ce que ça signifie une révolution dans des pays qui sont fondamentalement différents de l'Europe occidentale, et de comprendre que ce qui va s'installer dans ces pays n'est pas la copie de ce que nous avons fait. Il y a quand même des choses qui sont le résultat de combats politiques, d'échecs politiques, de victoires politiques. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de l'isolement des chiites, mais en 2006, quand le Hezbollah résiste face à Israël, les portraits de Nasrallah sont dans tout le monde arabe, sunnites et chiites, ça ne pose aucun problème. Et cette division entre sunnites et chiites, elle existait évidemment, comme elle existait catholiques et protestants. Mais les mariages mixtes, par exemple au Liban, entre chiites et sunnites, était quelque chose de tout à fait réel. Maintenant, ça ne se pose plus du tout. Enfin, maintenant, c'est très difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est inscrit dans les textes chiites et sunnites. C'est inscrit dans l'histoire politique. Voilà. Merci. Alors, oui, pour aller très très vite, sur la génération algérienne, pour reprendre. Là, il y a un petit malentendu. Je ne dis pas du tout que ce sont les 68ards qui ont porté les valises. Je dis juste que c'est... Alors là, parce que j'avais fait un bouquin sur la transmission de l'espérance révolutionnaire entre les générations. Je prenais 3 générations, les années 30, les années 60 et la génération un peu Besancenot, si j'ose dire, 90, attends. Et en fait, le terrain, tous les gens que j'interviewais, en gros, il y avait le Vietnam, effectivement c'était important, mais disons que plein de gens, voilà, Louis Plenel, Ben Saïd, plein de gens de différents milieux que j'ai interviewés disaient que leurs premières indignations comme jeune femme ou comme jeune homme, etc., c'était au moment de la guerre. Après, oui, le Vietnam, etc., l'Algérie, l'indignation sur la torture en Algérie, la guerre, c'est leur terrain d'entrée en politique. C'est pas les 68ards qui portent les valises, mais c'est eux, c'est ce moment-là qui les fait entrer en politique dans l'indignation. Les premières manifs, Arlette Laguillet, c'est au milieu, elle va à une manif du PSU, machin. Elle aussi dit ça, c'est l'Algérie, elle a 4, je sais pas quel âge elle a, elle est toute jeune, mais c'est son terrain d'entrée dans la révolte politique, c'est ça que je veux dire. C'est pas, donc là il y a un petit malentendu. Je dis pas que la génération 68, c'est-à-dire que la génération 68 est rentrée en politique, voilà, vous avez compris, sur le terrain de cette indignation politique-là, et donc c'est important de voir ce que ça a pu jouer comme rôle, voilà. J'ai absolument pas de réponse, je suis désolé, sur là, surtout en 2 secondes comme ça, vu qu'il y a 4 minutes sur séparer spiritualité, projet politique, etc. Moi, tout mon truc est d'essayer de nouer les deux, justement, et de montrer comment ça se sépare. J'essaie de citer des passages de Derrida qui montrent comment il y a une certaine expérience européenne de désarticulation, que peut-être de façon, on peut réarticuler de façon angoissée, inquiète. Enfin, tout mon truc est d'être dans le va-et-vient sur ce sujet. Donc j'ai aucune réponse tranchée, surtout pas en 30 secondes, mais quelqu'un comme Jean Bay en parle extrêmement bien, justement, de est-ce qu'il y a au cœur un projet politique, etc., ou est-ce qu'il y a une spiritualité qui peut être séparée de tout ça. Sur la question de Gilbert Achcar et de ses erreurs, je n'ai pas trop compris ce que vous disiez sur ses erreurs sur le Hamas et le Hezbollah, mais par contre, bon, j'ai pas d'expertise particulière sur le sujet. Vous avez dressé une sorte de typologie avec d'un côté un islam révolutionnaire, anticolonialiste, anti-impérialiste, et de l'autre côté l'Arabie Saoudite, camp réactionnaire, etc. Moi, personnellement, pour moi, le Hezbollah, il suffit de voir ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie, aux côtés des troupes de Bachar el-Assad, et je ne le considère pas du tout comme un mouvement progressiste qui a une quelconque prise ou qui est inscrit dans la scène émancipatrice qui est celle à laquelle je suis attaché depuis tout petit. Donc sans doute que je fais en partie les mêmes erreurs que Gilbert Achcar, mais voilà, en ce moment les troupes du Hezbollah sont en train de faire en Syrie, je ne vois aucun rapport avec l'espérance d'émancipation qu'on m'a transmise de génération en génération. Pour ce qui est la question de madame sur... vous avez reposé la question sur la guerre d'Algérie et la génération 68, donc j'ai en partie répondu. Mais en fait, je cite, là je vais vous citer, vous avez dit, où ça, ou des alliances... La théologie de la libération, c'est pas ça a pu donner lieu, ça a donné lieu vraiment à des, vous savez, à la fondation de syndicats, etc., main dans la main, etc. L'Iran, à part l'Iran, mais l'Iran c'est déjà un gros truc, hein, c'est pas rien. Les communistes, en Iran, ils ont été aspirés par ça, et il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui. Hein. Oui. Alors, je vais juste vous citer, donc le passage de Gilbert Achcar, et je vous invite à lire son livre. Et c'est intéressant parce qu'Achcar, c'est pas non plus n'importe qui, c'est pas un islamophobe, c'est pas un fasciste, c'est Gilbert Achcar, quoi. Voilà. Marxisme, orientalisme, cosmopolitisme. Par une ironie du sort, c'est donc page 19.
Par une ironie du sort, au cours des 4 dernières décennies, grosso modo, 2 mouvements religieux se sont évertués à transformer le monde de manière subversive, et ce afin d'instaurer leur propre version du royaume de Dieu, antichambre du ciel sur terre, la théologie de la libération chrétienne et l'intégrisme islamique. La corrélation entre la montée en puissance de chacun de ces 2 mouvements et le destin de la gauche laïque dans leurs régions respectives constitue un indice révélateur de leur nature propre. Alors que le destin de la théologie de la libération est plus ou moins parallèle à celui de la gauche laïque en Amérique latine, où elle agit de fait comme une composante de la gauche en général, et est perçue comme telle, l'intégrisme islamique s'est développé dans la plupart des pays à majorité musulmane comme concurrent et remplaçant de la gauche dans la tentative de canaliser, on est toujours sur cette thématique de la polarisation, de canaliser la protestation contre la misère réelle et contre l'État et la société qui en sont tenus pour responsables. Ces corrélations contraires, positives dans le premier cas, négatives dans le second, témoignent d'une différence profonde entre les 2 mouvements historiques. Je vous invite à lire ce passage et vous verrez les exemples qui donnent ou qui ne donnent pas. Bon, moi je pense par exemple que typiquement le compagnonnage de la gauche prolétarienne avec certains chrétiens au moment de l'IP, etc., n'a pas donné exactement la même chose. Là, là je dis, c'est assez... j'improvise quelque chose qui est sans doute très imparfait et très brouillon. Mais le NPA, là, typiquement le NPA, il a implosé, il s'en est pas remis de cette affaire. Ils le disent tous, il s'en est pas remis. Et moi, je décris pas du tout le truc sur le mode des islamo-gauchistes et tout, j'utilise jamais ce mot-là. La question, c'est, ils se sont frottés à ça, à cette énergie-là. Quand Alain Grèche disait, il ne faut pas les repousser, il ne faut pas les... Je ne sais pas qui c'est ce lait, sans essentialiser à nouveau. Ils se sont frottés à une certaine révolte qui a emprunté, qui est irriguée par une certaine énergie religieuse, et le NPA ne s'en est toujours pas remis. Voilà. Mais c'est lui qui a implosé. C'est sa propre incapacité à comprendre ce mouvement. Alors, mais Gilbert Achcar ne dit pas autre chose. C'est un constat sur le destin du compagnonnage avec les uns et les autres. Merci à vous tous. On peut peut-être continuer la discussion au bistrot. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.